C'est-à-dire qu'avec le franc CFA, les Européens achètent gratuitement des matières premières en Afrique qu'elles revendent en euros sur les marchés internationaux. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que ça coûte à la France de produire du CFA? Rien du tout. Donc comme ça ne lui coûte rien de produire du franc CFA, eh bien, et qu'elle achète dans certains pays en Afrique de l'or, du cobalt, du coltan, du café, du cacao, même du pétrole en CFA, bah en réalité, c'est comme si en fait l'euro est adossé sur nos matières premières au travers du franc CFA. Donc ça veut dire que quand ils pillent nos matières premières en payant dans cette fausse monnaie qu'est le franc CFA, eux, ça ne leur, ils n'ont aucun effort à produire. Par contre, quand ils revendent nos matières premières en obligeant les populations qui les achètent dans le monde à payer en euros, bah là, ça fait grimper la valeur de l'euro. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui ont quitté le franc CFA pour ce qui est de leur commerce extérieur, notamment les pays de l'AES, et que cette tendance va se poursuivre. Donc, en gros, si tu veux aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, bah, ça va créer une inflation terrible dans les pays européens, parce que l'inflation, c'est pareil, l'inflation, c'est quelque chose que beaucoup d'Africains sur TikTok ne savent pas définir. Mais en réalité, aujourd'hui, l'inflation, c'est deux choses. C'est la baisse de la valeur de ta monnaie ou la hausse du prix des matières premières. Donc, ces deux phénomènes vont avoir pour conséquence la hausse des prix. Donc là, étant donné que le pétrole, qui est l'actif le plus demandé de la planète, a vu sa valeur augmenter, ça va continuer, et bah, dans les supermarchés en Europe, ça va être l'enfer. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens là qui ont commencé à remplir des bidons d'essence, des trucs, des machins, parce qu'ils savent que les prix vont exploser. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dévaliser les magasins, les carrefours, les trucs, les machins, parce qu'ils savent que les prix vont augmenter. Tout ce qui a un emballage plastique, donc pétrolier, va voir les prix augmenter. C'est pas l'Afrique qui va souffrir de ça. Moi, je suis en Afrique, je suis allé ce matin au marché, je veux dire, tu achètes tes avocats, tes tomates au prix que tu achetais il y a 2 semaines. La guerre en Iran, on n'en a rien à foutre. Par contre, le Français, l'Européen, qui va faire ses courses, là, il est en train de sentir la guerre en Iran. Et le détroit d'Ormuz, c'est un détroit qui permet d'éviter de contourner l'ensemble du continent africain. D'accord? C'est-à-dire que si le détroit d'Ormuz est fermé, pour approvisionner l'Europe en marchandises venant d'Asie, il faut passer par le détroit du Mozambique, entre le Mozambique et Madagascar, passer. En fait, il faut faire tout le tour de l'Afrique. C'est ça le problème. Mais c'est un problème pour qui? C'est un problème pour les Européens. Nous, ici en Afrique, quand on a des produits qui viennent de Chine, je veux dire, ça arrive. Moi, je suis au Mozambique, limite Afrique du Sud. Bah, les produits qui arrivent là, bah, ils passent par le détroit du Mozambique et nous, on est approvisionnés. Par contre, quand tu veux livrer du Alibaba en Allemagne ou en France, bah, tu peux plus passer par le détroit d'Ormuz. Et bah, ton bateau, il est obligé de faire tout le tour d'Afrique, passer devant le Sénégal de l'autre côté pour aller en Europe. Comme à la bonne vieille époque, non? Comme à la belle époque. Donc, bah, ça, pour les Européens, ça va être l'enfer. Donc, c'est eux qui vont souffrir, c'est pas nous. Et ça, ce que je vous dis là, c'est pas vous prenez la carte du monde, vous regardez où est situé le détroit d'Ormuz, vous mettez une barre là-dessus, on peut plus passer par là, bah, regardez le chemin qui reste, bah, faut faire le tour de l'Afrique. C'est aussi simplement que ça. Mais c'est vrai que en Occident, là, c'est déjà plus ou moins la panique. C'est pour ça que Macron n'arrête pas de multiplier les allocutions pour essayer de calmer un petit peu les esprits par rapport aux crise, hein, très clairement, une crise qui est en train de se profiler à l'horizon concernant la des prix. Hein. C'est une réalité. Si tu me permets un dernier mot. Oui. Là, ils sont dans la merde, les Européens, ma sœur. Ils sont dans une merde que tu imagines même pas. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça... J'ai regardé un truc là sur l'esclavage, l'histoire d'un cuisinier noir qui était réduit en esclavage. Je crois que c'était, je sais plus c'est dans quel pays c'était. J'ai publié dans le groupe Telegram les fétiches de guerre. Le maître, celui qui le réduisait en esclavage, donc le maître de maison, avait vendu sa femme et fait assassiner son fils. Lui, il était cuisinier, lui. Il a décidé de tuer tous les membres de la famille. Alors, tu sais ce qu'il a fait?
comme il avait hérité de son grand-père, qui était lui-même esclavage dans la même région, qui était lui-même esclave dans la même région, et qu'il avait appris de son grand-père toute la médecine des plantes, etc., etc., bah, en fait, il a empoisonné toute la famille, mais très lentement. Très, très lentement. C'est-à-dire que pour chaque membre de la famille, il a choisi des plantes qui allaient causer, au bout de 2 ans, 3 ans, des pathologies graves. Donc, l'un, son foie dysfonctionnait, il est mort. L'autre, crise cardiaque, etc. Donc, en fait, si tu veux, ce qui est en train d'être opéré aujourd'hui, c'est la mort lente du bloc occidental. C'est-à-dire que la Chine, la Russie, l'Iran et l'ensemble des pays des BRICS sont en train d'empoisonner l'Occident, mais de manière très lente. Très lente. Pourquoi? Parce que s'ils le font, s'ils les cassent de manière brutale, ça aura des conséquences en termes de business sur le plan international qui sera très grave. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les empoisonnent très lentement. Là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que on s'était rendu compte déjà que la Russie, à elle toute seule, est capable d'affronter tout le bloc occidental depuis 4 ans, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan monétaire. Et la Russie n'a jamais été aussi riche qu'actuellement. Et là, on est en train de se rendre compte que l'Iran a plus de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis, États-Unis compris. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Vous avez des experts américains, je vais citer Scott Ritter, qui est un ancien membre des forces spéciales Marines et membre des forces spéciales du corps des Marines américains, qui intervenait en Irak pour Saddam Hussein et compagnie. Lui vous explique que les États-Unis aujourd'hui, ils ont 10 jours de munitions qui leur restent. Les USA, hein. Je vous parle pas de l'Ukraine là. Les USA ont 10 jours de munitions. Donald Trump a dit que cette guerre allait durer 2-3 semaines. Bon, allez, on va donner raison à Donald Trump. Mais pourquoi il a dit 2-3 semaines? Parce que c'est la durée des munitions dont disposent les États-Unis aujourd'hui. Pour fabriquer un missile, aujourd'hui, les États-Unis ont besoin d'acheter des terres rares à la Chine. C'est-à-dire que indirectement, la Chine contrôle, via les terres rares, le complexe militaro-industriel américain. Eh ben, regardez, là, on est en train d'assister à la neutralisation sur le plan militaire du bloc occidental par l'Iran. En fait, je pense qu'on est toujours dans cette espèce de doxa, nous les Noirs, où on pense que les Blancs sont forts. Non, les Blancs sont faibles aujourd'hui. Et il serait peut-être temps que nous, on prenne conscience de ce qui se passe réellement. Le blanc est faible. Regardez par exemple, les États-Unis se sont vus bombarder leur oh hey, Spoutnik, attends, je te sors. Allez, vas-y. Les États-Unis se sont vus bombarder leur base militaire au Moyen-Orient, d'accord? Mais est-ce que les autres pays membres de l'OTAN ont activé l'article 5 de l'OTAN, qui consiste à dire que si un membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays de l'OTAN interviennent? Bah, aucun pays n'a bougé pour aller aider les États-Unis en Europe. En fait, je pense que, sincèrement, on n'a pas conscience, nous, les Afros, mais USA, ils se finissent. Et les bases américaines qui sont en train d'être bombardées au Moyen-Orient, bah, finalement, ça arrange les États-Unis. Moi, tu sais, je vais conclure en disant, je suis en train de me demander si finalement ce que l'Iran est en train de faire n'arrange pas les États-Unis. Parce que de toute façon, les bases américaines qu'il y avait au Moyen-Orient allaient être évacuées. Pour quelle raison les États-Unis auraient laissé des bases militaires en très très bon état aux pays arabes qu'ils détestent profondément? Aucune raison. Toutes ces installations militaires que les États-Unis ont installées au Moyen-Orient, bah, ils préfèrent que ça soit détruit que de les livrer gratos, je sais pas moi, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, Bahreïn et compagnie. Le bombardement que Israël est en train de se prendre dans la figure, là, il paraît que Tel Aviv est quasiment totalement rasé. Bah, on peut se demander si ça arrange pas les États-Unis. Quel serait le rôle d'Israël dans un monde multipolaire? Quel serait le rôle? Tu penses que... Pardon, excuse-moi de te couper. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un coup monté, du coup? Bah, en fait, le truc, c'est quoi? Je vais t'expliquer un truc qui, moi, commence à me laisser penser que c'est un coup monté. Je te dis pas que j'ai raison, hein, attention. Hein. Moi, je peux totalement avoir tort, évidemment, mais c'est juste une hypothèse.
Actuellement, il y a Hillary Clinton et Bill Clinton qui sont en train d'être auditionnés par le Congrès américain. T'es au courant, Madame Sage? Oui, oui, oui. Bien. Tu as suivi la déclaration d'Hillary Clinton quand elle a dit que si elle était inculpée, elle Elle entraînerait balancerait avec tout le elle monde. plus de la moitié des politiciens de Washington. Tu as suivi ça ou Oui, pas? c'est ça. Ouais, j'ai entendu ça. Donc, ça veut dire que si on continue un raisonnement logique, ça veut dire que Israël fait chanter plus de la moitié de la classe politique américaine avec le dossier Epstein. On est d'accord ou pas? Ouais, tout à fait. Alors maintenant, si on continue à être logique, ça voudrait dire que plus de la moitié de la classe politique américaine souhaiterait qu'Israël disparaisse. On est d'accord ou pas? C'est toujours logique ou pas? On est toujours d'accord. Bah voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Et si tu rajoutes au fait que plus de la moitié de la classe politique américaine aimerait que Israël disparaisse, tu rajoutes à cela le fait que les Américains, la société civile américaine, tous les Américains aujourd'hui ne veulent plus d'Israël, ont une très mauvaise opinion d'Israël. Ouais. Donc, cela pourrait nous emmener à conclure très logiquement que finalement, Donald Trump joue un espèce de double jeu. C'est-à-dire, d'une part, il fait croire aux Israéliens qu'il est avec eux contre l'Iran, mais d'autre part, en réalité, ce qui arrange les Américains et Donald Trump, c'est que ce pays-là soit rasé. Je parle d'Israël. Mhm. Parce que finalement, Israël faisant chanter tout le monde, mais toi à la place, toi tu préfères voir raser, c'est-à-dire voir disparaître quelqu'un qui te fait chanter, ou voir disparaître quelqu'un qui n'aime pas ton style de vêtements, quoi, c'est-à-dire l'Iran. Ouais, non, c'est clair, on est bien d'accord. Mais du coup, ils ont sacrifié l'histoire de Einstein et toutes les... Voilà, quoi. Bah oui, En gros. moi en tout cas, moi je pense, en toute sincérité, c'est une véritable hypothèse. Moi je pense que l'hypothèse qui est sous-jacente, c'est que Trump est le réel objectif de Trump, c'est l'élimination de cet État à la con, quoi, Israël. Et il faut quand même se rappeler que Donald Trump, pour devenir président américain, il a quand même failli être assassiné 2 fois. D'après vous, il y avait le Mossad là-dedans ou pas? Voilà, merci. Ok, merci beaucoup pour ton analyse. Je sais pas si vous avez des questions. On va laisser parler peut-être. On va demander à Il y a KITV. TV qui était là. Voilà, Oui, c'est ça, s'il veut réagir. Bonjour. Excusez-moi, j'interviens. Je viens pas pour tout ça. J'interviens juste concernant une petite erreur. Je sais pas si on appelait une telle erreur grammaticale. Moi, je suis du Congo. Et je voudrais, je sais pas si c'est un lapsus au niveau de fétiche de guerre. Il a dit Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, c'est pas le nom de notre pays. Parce qu'il est du Cameroun. Nous, on ne dit pas Cameroun-Yaoundé. Congo, c'est notre pays et Brazzaville, c'est notre capitale. Donc, on ne peut pas mélanger, dire Cameroun, Yaoundé, je sais pas, Cameroun, Yamoussoukro. Non. C'est juste pour remettre ça en place, quoi. Parce qu'on en a marre un peu de cette narrative qui court depuis plus de 27 ans, cette erreur-là. Et ça devient un peu agaçant pour les membres de notre communauté, tout ce qui va avec. C'était juste pour remettre ça en clair. Je pense qu'on est des Africains. En 2015, nous avons organisé les Jeux africains des 54 pays. Donc, dans 50 pays, chaque Africain connaît le nom de chaque pays. On n'est pas là pour mélanger la capitale et le pays, comme toutes sortes de ces personnes qui disent qu'il y a 4 Guinées, 5 Guinées, alors qu'il n'y a aucun pays au monde qui porte le même nom. C'était juste pour rectifier ça. Monsieur fétiche de guerre, je suis vraiment désolé, c'est pas pour vous manquer de respect, mais c'était juste pour... Mais dans ce cas-là, monsieur, ça veut dire que tous les noms que nos pays, ou plutôt nos enclos coloniaux portent, ben, on doit plus les appeler comme ça aussi, quoi. On fait comment? Bon, je répète, madame, Congo, c'est le nom de notre pays. Brazzaville, c'est la capitale. Non, Congo-Brazzaville, c'est pas le nom de notre pays. Je veux pas aller... Cameroun, c'est Cameroun. On ne dit pas Cameroun-Yaoundé, on ne dit pas Cameroun-Douala. On ne dit pas Gabon-Libreville, on ne dit pas Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, Très bien, monsieur. Ok, c'était juste merci. ça. C'est pas pour emmerder quelque chose. Merci beaucoup. Ok, merci. Emeka, excuse-moi, j'ai pas vu. Emeka Birba. Oui, bonsoir, Bonsoir. Madame la Sage. Et bon, j'ai vu le frère et le grand frère fétiche parler tout à l'heure et voilà, donc je dis je vais monter aussi, essayer de donner un peu mon point de vue.
Vraiment, je crois que Fétiche a essayé de brosser un peu beaucoup d'aspects. Et concernant le thème de votre panel, conflit à l'international, quel impact pour l'Afrique? Bon, moi je vais aller directement concernant l'Afrique, vu que Fétiche a essayé de me démontrer un peu les aspects un peu géostratégie et géopolitique. Et moi, ce qui me plaît dans tout ça, et nous les Africains en réalité, quand il s'agit des genres de situations, on est là, on spécule, on ne cherche même pas à comprendre même qu'aujourd'hui, au fait, le monde est en train de se redessiner et je crois que l'impact pour l'Afrique, je crois que c'est une leçon de géopolitique qu'il y a pour nous. Et ce qui me plaît aussi, c'est que cela va permettre à beaucoup d'Africains éveillés pour comprendre qu'aujourd'hui, le bourreau aujourd'hui qui est aujourd'hui la France ne pèse plus aujourd'hui dans la géopolitique mondiale. Sincèrement dit, je suis désolé s'il y a des gens parmi les 215 personnes qui sont là, qui pensent qu'aujourd'hui, la France aujourd'hui sera notre sauveur ou aujourd'hui la France est toujours une puissance auquel, voilà, on doit toujours se soumettre. Non, 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 c'est fini. C'est totalement fini. Oh, il faut qu'aujourd'hui les Africains ouvrent les yeux. Nous, souvent, quand on fait des panels, souvent, quand on monte sur des panels pour essayer d'expliquer aussi à nos frères, les fétiches de guerre, bon, je les félicite, ils font un travail exceptionnel pour essayer de déconstruire un peu les mentalités, pour essayer de dépolluer un peu les mentalités des gens, pour les faire comprendre qu'aujourd'hui, le monde n'est pas un monde sentimentaliste, c'est un monde d'intérêt, de puissance. Et aujourd'hui, il faut s'armer de connaissances, de sciences, pour pouvoir aujourd'hui faire partie du Conseil des Nations. Bon, l'impact sur l'Afrique, bon, moi je me dis que peut-être ça sera peut-être les retombées économiques, voilà, c'est tout. Voilà, parce que si aujourd'hui, sur tous les pays africains qui sont sous tutorial ou qui sont sous perfusion économique occidentale, si ces Occidentaux aujourd'hui subissent ces dégâts, ben, ces derniers aussi vont suivre. Si le peuple peut-être ne cherche pas à comprendre un peu la réelle politique qui est derrière tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, les gens sont là en train de spéculer que oui, les pays qui sont aujourd'hui en relation avec la Chine et la Russie aujourd'hui, bon, je peux parler des pays de l'AES et quelques pays d'Afrique aussi centrale qui ont aussi j'ai des relations avec ces pays-là, disent que oui, aujourd'hui, l'Iran se défend seul, vous êtes où? Bon, ce narratif occidental est en train de faire comprendre aux gens qu'au fait, on doit aujourd'hui se soumettre forcément à ce pays-là. Non, ces pays-là, en réalité, sont en train de nous montrer la voie à nos pays de pouvoir se libérer, montrer que nous sommes souverains, vu que eux ici sont souverains. Et aujourd'hui, ce qui fait que nos frères africains, surtout francophones, je préfère préciser ça, parce que c'est nous qui sommes vraiment toujours en train de se victimiser, on refuse de voir la réalité en face, doivent nous montrer qu'au fait, dans un pays, dans le monde géopolitique aujourd'hui qui se passe, aujourd'hui, il y a les intérêts. Et je ne vais pas paraphraser Fétiche, comme il a dit, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à l'effondrement de l'entité. Voilà. À l'effondrement de l'entité parce qu'aujourd'hui, l'entité, aujourd'hui, a noyé presque plein de dirigeants politiques. Et aujourd'hui, Donald Trump, aujourd'hui, qui se croyait, je peux dire, invincible, qui croyait qu'aujourd'hui, il n'allait pas venir faire la guerre, se retrouve lui-même aujourd'hui dans une affaire ou dans un dossier où lui-même, si il ne joue pas le jeu, lui-même, il va tomber. Et au moment où on est en train de parler, il y a la famille, il y a Bill Clinton, la famille, Clinton qui est en train de répondre sur l'affaire. Mais aujourd'hui, les médias ne parlent pas de ça. Parce que c'est tout un système qui est là. Ils sont en train de tomber. Voilà. Et même eux-mêmes, ils le disent. Ils ne le cachent pas. Leur, je ne sais pas quoi, la fétiche même, je sais que tu as déjà vu leur journal, la The Economist. Où souvent ils parlent un peu de tout ce qu'ils vont essayer de planifier et autres, voilà. Mais bon, c'est des gens aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui, ils ne contrôlent plus les richesses totales du monde. Leur objectif, c'était ça, c'est de quitter l'ancien monde pour revenir dans le nouveau monde. Et aujourd'hui, ils sont à nu. Maintenant, nous les Africains, c'est quoi l'impact? L'impact aujourd'hui, c'est que nous, nos frères aujourd'hui ne savent pas que il faut se réveiller pour comprendre que ce système dans lequel on est depuis longtemps est une duperie. C'est des gens aujourd'hui qui n'ont jamais été une grande majorité sur cette planète-là même. Et aujourd'hui, ils n'ont que le dollar, qui n'est que du papier, qui est arrimé à rien du tout, qu'ils utilisent depuis des décennies et des années pour pouvoir contrôler le monde. Et ce que j'ai à dire à mes frères africains qui sont sur le panel, c'est de vous faire comprendre qu'aujourd'hui,
l'Iran est en train de nous faire comprendre que il faut s'armer de savoir et de connaissances et de sciences. C'est tout. Voilà. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas que, au fait, ils sont en train de montrer que, ouais, ils sont une... L'Iran, c'est pas une petite nation. Ils se sont préparés. La guerre se prépare. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qu'on appelle l'OTAN et autres, là, c'est une meute. Ils n'ont rien comme ressources. Eux, c'est des gens, quand ils ont besoin de progresser, ils viennent agresser. Et si vous prenez la liste des nombres de guerres que les États-Unis ont menées sur cette planète, mais elle est longue. On ne peut même pas finir même de les citer. Donc, c'est des gens qui ne vivent que de prédation et de richesse. Et aujourd'hui, leurs concurrents aujourd'hui qui... Bon, même pas leurs concurrents, parce que bon, moi, je ne m'ai jamais considéré la Chine même comme les concurrents des États-Unis aujourd'hui. Vu qu'aujourd'hui, les Chinois les dépassent tellement. C'est parce que nous, aujourd'hui, les Africains, certains sont lobotomisés à suivre les médias mainstream des Occidentaux, qu'ils pensent qu'aujourd'hui, voilà, les Chinois et les Russes ne sont pas à une vitesse technologique fulgurante, mais il faut aller souvent suivre un peu les médias chinois. Mais pour comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis aujourd'hui sont derniers. Aujourd'hui, voici hier, j'espère qu'avant-hier, le PDG de Anthropic, il a refusé à ce que l'armée américaine utilise son intelligence artificielle pour pouvoir mener des surveillances et, comment dirais-je, utilisé dans les drones de combat et autres. Mais il a refusé parce qu'il y a Edward Snowden qui nous avait dit ça depuis longtemps par rapport aux surveillances et autres. Qu'aujourd'hui, c'est des gens aujourd'hui, ils nous contrôlent partout. Et il y a Sam Altman, le PDG de ChatGPT, je crois que c'est lui qui a accepté l'offre. Parce que même aux États-Unis eux-mêmes, les Américains eux-mêmes aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quand je dis ils ne sont pas d'accord, je parle des gens qui sont conscients aux États-Unis. Ils savent qu'aujourd'hui, leur État n'est pas un État aujourd'hui qui est digne d'un État de confiance. Donc, ce que moi j'ai à dire à mes frères africains, c'est qu'ils sachent que dans les jours à venir, vu qu'aujourd'hui le détroit d'Ormuz est fermé, bon, je sais qu'aujourd'hui il y a des bateaux chinois, ce que j'aurais appris comme information, qui continuent de circuler, vu que l'Iran et la Chine entretiennent des relations, je peux dire, économiques très très puissantes. Donc, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, le prix du pétrole peut connaître un bouleversement, un boom. Donc, ce qui revient à dire que nous, Africains, cet impact-là, ça doit nous amener à nous-mêmes, nous auto, je peux dire, construire. Ça doit nous amener à nous industrialiser. Ça doit nous amener à revoir notre système éducatif parce que c'est très important. Voilà, c'était la question qui venait après. Quelle serait la tactique pour l'Afrique pour qu'on en tire le maximum de bénéfices, pour que ce soit à notre avantage? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les choses qu'on peut, enfin, imaginer, c'est pas imaginer, mais concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner? Oui, c'est ça, madame. Moi, par exemple, je suis du Burkina Faso, vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, on nous a taxés de pays pauvres, madame, depuis des belles années, depuis longtemps, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Mais, Dieu merci, bon, on a eu dans le cours de notre histoire, voilà, un révolutionnaire qui est quand même venu essayer de mettre un peu la pierre, qui est Thomas Sankara, dont vous connaissez tous ici. Et donc aujourd'hui, on a eu aujourd'hui la chance d'avoir un jeune président qui essaie de suivre un peu le pas de cette révolution. Et quand on parle d'une révolution, c'est quoi? C'est amener les peuples à réfléchir d'eux-mêmes, à penser eux-mêmes, à accepter les cultures et à pouvoir, c'est-à-dire créer notre propre système économique, à créer des structures endogènes sur lesquelles on va se baser pour pouvoir construire. Non, mais ça c'est sûr, monsieur. Moi, c'était pas. En fait, je veux dire quel serait le premier aspect sur lequel on devrait se concentrer. La première chose. Je l'ai dit tout de suite, madame. Le système éducatif doit changer en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on va produire des citoyens qui vont passer du temps à être des bureaucrates, on ne va pas s'en sortir. Parce que l'impact, c'est quoi, madame? L'Iran nous montre aujourd'hui qu'aujourd'hui, il faut s'armer de sciences. Tout ce qu'il y a comme construction aujourd'hui de drones, de missiles balistiques qu'ils lancent aujourd'hui, mais c'est la technologie, madame. Okay. Et nous, en Afrique, aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a aucune industrie même qui fabrique, mais ne serait-ce même que des munitions. On n'en a pas. Nous sommes un continent de consommation. Donc aujourd'hui, c'est qui doit... On va demander l'avis un peu de tout le monde pour voir. Ouais. On va faire le tour. Il y a Fétiche qui voulait faire une motion. Ouais. Oui, Fétiche, vas-y. Je te laisse parler. Oui, le problème, c'est que... Non, je suis désolé, mon frère.
Va voir en Europe les gens qui ont été ouvriers toute leur vie. Quand vous parlez d'industrialisation, vous parlez d'ouvriers. Mais va me trouver en Europe un ouvrier qui a été heureux de bosser à l'usine à faire les mêmes choses tous les jours. Personne. L'industrialisation, il nous faut une industrie militaro-industrielle, c'est clair. On est d'accord. Mais il ne nous faut pas une industrie agroalimentaire, on n'en veut pas de ça. On n'a pas envie que ça soit l'industrie qui nourrit nos enfants, mon gars. Bah, regarde l'état des Européens. Ça fait 200 ans d'industrie en Europe. Mais il nous faut, je répète, il nous faut une industrie agroalimentaire. Il nous faut une industrie, un complexe militaro-industriel en Afrique avec de la recherche technologique, etc. Aucun problème là-dessus. Ça veut dire que là, on a des ingénieurs, des gens de très très haut niveau, très qualifiés qui travaillent. Mais je veux dire, ça apporterait quoi aux Africains de fabriquer des téléphones demain? Rien. Ça apporterait quoi aux Sud-Coréens de faire des Samsung? Rien du tout. Va voir le taux de naissance en Corée du Sud. Leur société est en train de mourir. Ça apportait quoi aux Japonais de fabriquer des smartphones, des téléphones, des écrans plats, etc. Rien, mon frère. Ils sont en train de mourir. L'industrie, c'est pas le paradis. Hein. Je regrette, hein, parce que beaucoup d'Africains parlent de l'industrie, mais je suis désolé, l'industrie, c'est la mort des peuples. Parce que quand tu as un homme et une femme qui sont obligés de se lever à 6 heures du matin pour aller travailler à l'usine, d'accord, et gagner des misères, en quoi c'est le paradis? Il n'y a pas de paradis dans l'industrie. Hein. Il y a zéro paradis. C'est-à-dire que donc, ça veut dire que nous devons faire très attention et tout est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets les pieds dans l'industrie et que tu commences à faire n'importe quoi parce que tu veux ressembler aux Blancs, bah, tu vas commencer à produire une industrie agroalimentaire. Elle va faire quoi, ton industrie agroalimentaire? Ben, elle va rendre malade et stérile ta population. Comme ta population est malade et stérile, bah derrière, tu vas créer des hôpitaux qui sont sophistiqués. Pourquoi? Bah parce que les maladies tu as coupé le contact entre la nature et ta population. C'est la terre qui doit nourrir les populations, pas l'industrie. Donc ça veut dire que dans toute la dialectique industrielle dont beaucoup font état sur les réseaux sociaux, il faut préciser quelles industries. Moi, je suis ici en Afrique. Franchement, je vais te donner une anecdote. Et je conclue là-dessus. Je vais à l'hôpital pour un truc à la con. Je suis obligé de prendre rendez-vous avec le médecin. C'est une clinique privée, hein, une clinique privée. Dans une station balnéaire. Matériel chinois, tout est à la pointe de tout. Le médecin, on m'explique que sa prochaine rotation, c'est dans 15 jours. Je dis waouh. Je dis mais attendez, je suis malade. J'ai un truc. Faut que j'attende 15 jours. Eh oui, j'ai attendu 15 jours. Donc je me retrouve devant le médecin. Je lui dis mais attendez, comment vous faites pour être disponible que tous les 15 jours? Je veux dire, les gens ont le temps de mourir. Il me dit mais monsieur, vous venez d'où? Vous n'êtes pas d'ici. On parlait en anglais. Je lui dis non, j'arrive d'Europe. Je dis ah oui, c'est pour ça. Il me dit ah oui, c'est pour ça. Ici, monsieur, si j'étais là tous les jours, j'aurais pas de travail. Ici, les gens sont pas malades comme chez vous là-bas. Les gens ont une vie saine. Donc aller voir un médecin, c'est rare. Même les personnes âgées en Afrique sont en pleine forme. C'est vous qui revenez avec vos maladies et vos exigences. Et en réalité, quand tu l'écoutes, il a raison. Quand tu regardes la manière dont les gens, avec quoi les gens se nourrissent ici, bah tu comprends qu'ils vont jamais à l'hôpital. Moi, j'allais pour une connerie, voilà. Mais tu comprends que les gens vont, c'est très rare que les gens vont à l'hôpital. Parce qu'en réalité, ce qui nourrit les populations en Afrique, c'est la terre. Une terre pour le 90% des Africains dans lesquels il n'y a pas de pesticides. Donc les gens sont pas malades. Donc il faut faire très attention quand on parle d'industrie. Il faut préciser quelles industries. Et quelles industries on ne veut surtout pas en Afrique. Surtout pas. Donc les industries, moi je vois pas en quoi, qu'est-ce que ça va apporter aux Africains de faire des voitures? Vas-y, explique-moi. On a une marque de voiture africaine, d'accord. Ça apporte quoi? Ça apporte quoi?
Oui, Fétiche, au fait, dans mon allocution, c'est pas que je contredisais, mais quand je parlais peut-être tu n'as pas servi peut-être la partie. Je parlais un peu d'ingénuité, au fait. C'est de ça que je parlais, au fait. Je ne parlais pas d'industrie de pointe. Non, attends, Ah, là-dessus, j'ai compris ce que tu as dit. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne, moi, je valide le fait qu'il nous faut une industrie de pointe, d'accord? Il faut qu'on soit à la pointe de la recherche technologique. D'ailleurs, être kémite, c'est être scientifique, à la base. Donc, on n'a pas à se réinventer là-dessus. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Maintenant, il faut qu'on fasse très attention parce que sur les réseaux sociaux, je dis pas que c'est votre cas, mais quand vous entendez un noir sur les réseaux sociaux parler d'industrialisation, lui, il voit le modèle occidental. C'est-à-dire qu'il s'imagine que parce qu'on va mettre nos mères et nos pères dans des usines 10 heures par jour, l'Afrique ira mieux. Non, l'Afrique va mourir. C'est ce qu'on voit dans les parler sociétés de, c'est la occidentales, dans les raison sociétés pour laquelle tu as parlé de fétiche, la raison pour laquelle tu as parlé de dark factory lorsque tu parlais. Par exemple, en Chine aujourd'hui, vu qu'ils sont dans les dark factory aujourd'hui, c'est plus la main d'œuvre chinoise. précaires. Ok, C'est ça. si on va laisser. Ah, pardon, fais tu choisis. Fini et puis. J'ai terminé. Donc, juste dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention de quelle technologie on part. Si on coupe les Africains de la nature, on tue l'Afrique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où les prochaines générations seront totalement décérébrées. Regardez aux États-Unis, vous avez un Américain sur 3 qui ne sait ni lire ni écrire. Les tueurs en série, c'est chez les Occidentaux. Les VIOLEUR en série, c'est chez les Occidentaux. Les maladies bizarres que moi j'ai jamais vues en Afrique, c'est chez les Occidentaux. Les gens qui se SUICIDES au maximum, c'est chez les Occidentaux. En fait, ces gens-là, quand vous regardez bien l'état de leur population, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils ont des populations totalement malades et détraquées. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils se sont coupés de la nature et ils ont des taux de naissance qui sont en berne, ils ont un taux comment on appelle ça, de fécondité qui est en berne, ils ont un taux de stérilité au sein de leur population qui est juste hallucinant, ils ont des maladies, des trisomies, des trucs bizarres que moi j'ai jamais vu en Afrique. Pourquoi? Parce que ils sont allés justement dans la folie industrielle à tout prix. Et ça a les conséquences sur les populations. Il faudra qu'on fasse gaffe à ça, c'est tout. Ok, merci Euh, beaucoup. non, oui, je suis tout à fait d'accord avec Fétiche parce que On Compléter va un petit passer peu la ce que parole à Kimwitu, on va faire tourner la parole. Monsieur. pour compléter un petit peu avant de passer la parole à Kimuntu, c'est vrai ce que Fétiche vient de dire. Effectivement, la plupart du temps, quand on parle d'industrialisation ou même juste du développement concernant nos pays africains, c'est vrai que très souvent c'est la vision occidentale qui est mise en avant. C'est-à-dire que le développement égale des usines partout, des grands buildings, des routes complètement bétonnées, goudronnées partout. Mais effectivement, tout ça, ça se fait en fait au détriment de la nature, n'est-ce pas? Pour construire des routes, il faut déforester, il faut comment dire, réduire certains espaces en fait. Hein. Et sans compter que tout ça, ça apporte de la pollution, les maladies, comme ça a été dit et autres. Donc, et très souvent, j'ai remarqué que nous, en tant que Noirs, il y en a beaucoup encore qui ont du mal à imaginer un développement, c'est-à-dire, je vais dire, selon le paradigme africain, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais selon nous, notre façon de voir les choses, un développement qui serait adapté à nous, en fait, qui serait propre à nous selon notre vision et pas simplement selon la vision occidentale, quoi. C'est un petit peu ce que je voulais rajouter. Monsieur Kimuntu, on vous écoute. Bonjour à tous, merci pour la parole. Je vais d'abord prendre parole par rapport au sujet, le conflit international qui a un impact pour l'Afrique. Moi, je pense que ce conflit devrait permettre aux Africains de prendre confiance.
Parce que les Africains doivent prendre conscience, pardon, d'une chose fondamentale, c'est que le conflit entre l'Iran et ses adversaires, c'est pas notre guerre. C'est-à-dire, ça nous concerne pas. Et pourtant, nous risquons d'en payer le prix si nous réagissons uniquement avec l'émotion ou l'idéologie. Vous devez savoir que dans les relations internationales, chaque puissance agit uniquement selon ses intérêts stratégiques. Par exemple, là, en l'occurrence, l'Iran qui défend sa sécurité et son influence au Moyen-Orient. Vous avez les États-Unis qui défendent leur domination géopolitique et leurs alliances. Vous avez Israël qui défend sa survie et sa supériorité militaire dans la région, au Moyen-Orient. Et aucun de ces acteurs ne mène ses actions pour l'intérêt de l'Afrique. Et pourtant, beaucoup d'Africains, aujourd'hui, prennent parti comme des supporters en se basant sur la religion ou l'anti-occidentalisme, ou la sympathie politique aussi. Vous avez le cas du Nigeria. Dernièrement, j'ai vu une marche au Nigeria qui menait une marche contre les États-Unis parce qu'ils ont apparemment attaqué l'Iran. Vous voyez. Et donc, ce genre de comportement nous réduit vraiment à, je sais pas, on n'arrive pas à comprendre que cette guerre ne nous concerne pas. Et en se basant sur ce genre de religion ou sur ce genre de sympathie politique, on n'arrive pas à réfléchir. Au lieu de réfléchir en termes d'intérêt africain, on réfléchit en se basant sur ce genre de trucs. Or, l'histoire montre que lorsque des conflits éclatent au Moyen-Orient, ce sont souvent les économies africaines qui subissent immédiatement les conséquences. Vous allez remarquer, il y aura la hausse du prix du pétrole, il y aura des inflations sur les produits importés, une augmentation du coût des transports maritimes et aériens. Donc, il y aura aussi la perturbation des chaînes d'approvisionnement. La majorité des pays africains dépendent encore fortement d'importations d'énergie, de céréales ou des produits industriels. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est au moins 15%, je crois moins de 15% d'importation. L'Afrique exporte plus qu'un importe. Donc, on importe plus des produits étrangers qu'on exporte. Pourtant, l'Afrique aujourd'hui a une richesse inestimable. Mais tout ça, on ne le contrôle pas assez. Et ça, c'est très grave pour nous. Vous pouvez nous donner des exemples? Donnez-nous des exemples. Illustrez ce que vous dites. Je peux prendre l'exemple de mon pays. Je prends l'exemple, je vais pas aller très loin, je prends l'exemple du Congo, par exemple. Nous, on produit, je crois, c'est en 2025, 300 000 barils de pétrole par jour. Mais le Congo n'a pas d'industrie pour transformer ce pétrole localement. On importe encore le pétrole. C'est-à-dire, quand on a besoin d'essence, on importe ce pétrole-là à des compagnies qui travaillent sur nos sols. Et ça, c'est très grave pour nous. Il y a rien, il y a pas de, l'Afrique n'importe pas, donc elle exporte plus qu'elle importe. Et ça, c'est vraiment très grave pour l'Afrique. La majorité des pays africains dépendent encore de ça. Les céréales, je prends l'exemple aussi des céréales. Vous avez moins d'industrie. Donc, la moindre tension dans les zones stratégiques comme le golfe de Persique ou la mer Rouge peut provoquer une crise économique chez nous. Donc, il faut aussi comprendre un autre danger, c'est que les grandes puissances utilisent souvent les régions fragiles comme des terrains d'influence ou de rivalité indirecte. Si les tensions entre l'Iran, par exemple, et l'Occident s'intensifient, certains réseaux d'influence, comme des groupes armés ou des alliances idéologiques, peuvent chercher des relais en Afrique, notamment dans des zones instables comme le Sahel ou certaines régions stratégiques liées au commerce maritime. Donc l'Afrique, je pense que l'Afrique ne doit pas devenir un champ de bataille idéologique ou géopolitique pour des conflits qui ne concernent pas directement ces peuples. La position intelligente pour les Africains, c'est de ne pas choisir de camp par émotion ou pour défendre la neutralité stratégique fondée sur, je sais pas, des conflits, des intérêts émotionnels ou politiques, mais de défendre au fait la neutralité fondée sur nos intérêts, c'est-à-dire sur la stabilité économique et indépendante j'aimerais continent réagir, africain. s'il vous plaît. Moi, j'aimerais réagir quand vous aurez fini à ce que vous dites. En fait, vous faites beaucoup de généralités. Vous ne donnez aucun exemple précis. Si, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Il y a plusieurs. Tout le monde. Mais vous parlez de l'ensemble du continent africain. Citez-nous trois exemples. Je parle du Congo. Citez-nous trois exemples qui illustrent ce que vous dites. Vous dites l'Afrique. C'est 54 pays en Afrique. Donnez-nous des exemples concrets qui illustre ce que vous avancez. Je prends l'exemple, mais le pays que je viens de vous citer se trouve en Afrique. Et on sait, la majorité des pays qui dépendent des intérêts de l'Occident, quel pays importe plus dans le continent africain? C'est combien le commerce, le taux d'importation du continent africain? Je vous assure que vous pouvez aller vérifier les chiffres, c'est 15% d'exportation dans le continent. 15%. L'Afrique importe plus qu'elle exporte. Quand vous aurez fini, je suis désolé. Moi, ce que vous êtes en train de faire là, d'accord, aligner des mots savants, d'accord, dans une espèce de démonstration vide, ça ne convainc que les gens que les ignorants. Moi, je suis pas convaincu. Vous m'avez pris l'exemple du Congo-Brazzaville.
Non, Alors, c'est le Congo, s'il vous plaît, c'est le Congo. Merci. Lequel? Congo RDC ou Non, Congo mon pays Brazzaville? s'appelle Congo. Brazzaville, c'est Ton une pays, capitale. quand on rajoute Brazzaville, c'est pour que les gens se Non, trompent pas entre Congo RDC non, et non, il y a le c'est Congo. tout. À l'ONU, Mais peu c'est le importe. Congo. À Peu, l'ONU, c'est le peu Congo. importe. Partout, c'est Peu le Congo. importe. Moi, Voilà. j'appelle C'est Congo pas le Brazzaville. sujet, Ne monsieur. vous On Non, va mais embêtez. justement, laisser, moi, ça me dérange D'accord. quand on on va forme, laisser Oui, mais qu'on c'est appelle pas un grave. pays C'est par un votre surnom problème si ça vous colonial. dérange. C'est colonial. C'est Vous votre voulez, problème si Oui, ça vous dérange. on parle, ok. on parle On va d'Africains, donc laisser respectons les Fétiche noms. vous répondre. Oui, Voilà. oui, C'est pas, oui. Moi, c'est, c'est pas le sujet, monsieur. Voilà. Moi, je vais oui, pas que dire ça vous son pays, dérange, je sais pas, que Cameroun, ça vous, Yaoundé que ou je ça sais vous pas quoi. dérange, que Coupez j'appelle votre Congo, micro, s'il vous Congo plaît. Brazzaville, ça ne change rien. Non, mon C'est comme pays, ça c'est que le j'ai. Congo, monsieur. Je Si m'en vous fous, appelez Congo j'appelle Brazzaville, je cela ne connais Congo pas ce Brazzaville. pays. Merci de couper votre micro. Alors, maintenant, on va vous expliquer quelle est la manipulation de ce type. En fait, vous avez beaucoup de Noirs qui viennent sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il a parlé de l'ensemble du continent africain qui fait quand même 54 pays. Quand on lui a demandé de nous donner un exemple, il a donné l'exemple du Congo, Brazzaville. D'accord? Alors, en fait, il est en train de Oh, nous monsieur le Congo, expliquer que arrêtez de dire Congo. le Congo Merci. Brazzaville, à lui seul, d'accord, symbolise l'ensemble des 54 pays africains. C'est-à-dire que comme les Congolais de Brazzaville, d'accord, de ce pays-là dont la capitale est Brazzaville, sont incapables. Moi, j'ai mon grand frère qui est allé au Congo Brazzaville. Il était invité à un mariage somptueux, machin, passons. Ils sortent du truc, ils vont visiter le pays. Essaye d'acheter du piment au marché au Congo Brazzaville. Les Congolais de Brazzaville, du moins de ce pays-là qui a la capitale qui s'appelle Brazzaville, pour eux, aller au champ, c'est sale. Travailler la terre chez lui, là. Je vous jure, s'il y a des Congolais ici de Brazzaville, là, montez, témoignez, dites la vérité. Mon frère, pour prendre un petit déjeuner dans son pays, tu sais ce qu'ils ont dû faire? En Afrique, tu sors n'importe où, ma sœur. Tu as des mamans qui font à manger, qui font des omelettes, qui te servent ton petit déjeuner et tout. Lui, là, dans son pays, ils veulent tous, ils sont tous pasteurs. Personne ne veut aller travailler au champ, c'est trop dur. Personne. Je suis sérieux. Mon frère, tu sais ce qu'il a dû faire, mon grand frère? Il a dû aller acheter une palette d'œufs, de 30 œufs, choper une fille qui passait comme ça, qui sortait de chez elle, je sais plus faire quoi, et lui dire, s'il te plaît, fais-nous des œufs, on veut faire un petit déjeuner, on est au bar en face. Parce que dans son pays, là, précisément, c'est pour ça qu'il s'est barré. Les gens n'aiment pas aller au champ, c'est sale. Un Congolais, là, de chez lui, je dis pas que tout le peuple est comme ça, mais en tout cas, quand mon grand frère est allé, c'est pour ça que quand je lui ai dit, mais donne des exemples de ce que tu racontes. Venir nous parler de banalité, de généralité. Quand quelqu'un s'exprime sur des sujets aussi sérieux, sans illustrer ce qu'il est en train de dire. Illustrer, ça veut dire prouver par des exemples, c'est qu'il vous manipule. Et il est en train de nous manipuler. Et il est issu d'un pays, et vous avez vu son profil, hein, costume cravate, ils sont tous comme ça là-bas. Aller travailler au champ, là, ça les emmerde. Mais non, mais je te dis la vérité, ma sœur, je mens pas. Le jour... Mais non, mais je te dis que je ne mens pas. Ces pays-là, c'est le Cameroun qui les nourrit. On exporte de la nourriture du Cameroun pour envoyer au Congo Brazzaville, là, pour que ces gens-là mangent parce qu'ils n'aiment pas travailler la terre. Pour eux, c'est sale. Donc soit ils sont pasteurs, ou escrocs, machin. Je dis pas que toute la population, faut pas exagérer non plus. Mais je te jure que, regarde, tu viens ici au Mozambique, toutes les maisons là, il y a du maïs, il y a du macabo, il y a des haricots, il y a des trucs. Va au Congo là, chez lui là, va voir si les gens travaillent la terre. Ils travaillent pas à la terre. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est pasteurs ou sapeurs, ma sœur. C'est que ça. Et ils s'éclaircissent la peau, ils s'éclaircissent la peau, ils s'éclaircissent la peau. Donc en réalité, cet homme est venu parler de ce qui se passe dans son pays à lui. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que la majorité des pays africains sont producteurs de pétrole. Nous, la crise qu'il y a en Iran actuellement ne va concerner les pays qui sont dépendants du détroit d'Ormuz pour leur approvisionnement en énergie. D'accord? Maintenant, les pays africains où les populations ne veulent pas aller au champ, d'accord, et préfèrent passer des nuits entières à prier Jésus-Christ pour qu'il vienne les sauver, bah, ces populations-là, bah, elles vont devoir aller au champ, hein. Sinon, elles vont continuer à importer de la nourriture. Et il faut voir la nourriture que les Blancs exportent. Ils exportent ce qui est périmé. Ils exportent du lait frelaté en Afrique. Bah, c'est avec ça que ces gens-là se nourrissent. Alors que tous les autres pays africains travaillent la terre, nourrissent leur population. Au Congo-Brazzaville, on veut vivre comme les Blancs, ma sœur. Voilà, on est pasteur. Voilà, on veut pas, je te dis, hein. L'exemple, il y a un micro là.
l'exemple que je vous ai donné de mon grand frère qui arrive dans ce pays-là, moi j'y ai jamais mis les pieds, il me dit mais mangez, tu vas au marché chez eux, va trouver du piment, des tomates. Vas-y, les gens qui plantent le tomate dans son pays là. Mais les gens viennent voler les tomates parce que personne plante ça. C'est du travail sale, c'est-à-dire pour eux travailler la terre c'est sale. Moi j'étais choqué. Et mon grand frère voulait qu'il me montre pourquoi. Il était allé avec un ami à lui, un Ivoirien. Ils m'ont dit, mais chez eux, là-bas, c'est chaud, mon frère. Pour manger, c'est la guerre. Tu vas au marché, il n'y a rien. Alors oui, en effet, oui, vous avez raison. Mais ne prenez pas le cas de votre pays, où la population est tellement aliénée qu'aller au champ pour nourrir leurs enfants, vous en êtes incapable. Et n'allez pas vous imaginer que tout le continent africain est dans votre cas à vous. Moi, je suis ici au Mozambique. Ici au Mozambique, la prochaine fois, je ferai une vidéo quand je serai à l'extérieur. Tout le monde, les cours, les jardins, les terres sont cultivés. On va au marché acheter du sel, acheter des choses qu'on ne cultive pas. Mais chez vous, là, il n'y a rien au marché. Tu veux parler de quoi? Donc, faut pas prendre le cas du Congo-Brazzaville. Et c'est pour ça que vous avez ce discours très occidentalisé, très vide, très creux, pas illustré, c'est-à-dire de la marmaille occidentale, pour décrire des choses que vous ne comprenez même pas, pour décrire des mécanismes que vous ne comprenez même pas. Parce que quand on comprend un mécanisme, qu'il soit économique ou géopolitique, on est capable de donner des exemples. Le seul exemple que vous avez été capable de donner, c'est celui de votre propre pays. Donc c'est la preuve que vous ne connaissez rien, monsieur. Merci, ma sœur. Merci, Fétiche. On va donner la parole à XBC 237. Excusez-moi, j'ai pas fini. Monsieur, vous prenez la parole après. Mais finalement, je vais pas répondre. Donc, il a parlé tout à l'heure sur mon... Vous êtes remonté, il y a du monde avant madame, vous, mais s'il vous plaît, quand j'ai même pas fini mes propos, il m'a coupé. J'ai le droit de finir. Enfin, vous m'avez donné la parole. Vous êtes descendu, non? Non, mais à un moment, s'il te plaît. c'est une erreur, c'est sorti tout seul. S'il vous plaît. La parole, s'il te plaît. Laissez-moi finir. Il a dit... mais rapidement, parce qu'il y a du monde. Ok, je vais juste parler rapidement. Il m'a dit de trouver un autre exemple à part celui du Congo. Allez vous informer sur le Sénégal. Le Sénégal importe tout son pétrole et une grande partie de son blé. Il importe de l'extérieur, hors du continent africain. Et lorsque les tensions augmentent au niveau du Moyen-Orient et que les prix du pétrole montent, le coût des transports aussi immédiatement augmente à Dakar. Et c'est pas qu'à Dakar, même en Afrique en général. Et ce qui fait monter le prix. Laisse couler la parole, s'il te plaît. Oui, après je laisse la parole. Il y a aussi le Kenya s'il veut. Il y a plusieurs exemples. Arrêtez de faire semblant, monsieur Fétiche. Et vous n'avez pas fait un tour au Congo. Moi, j'ai grandi au Congo. Il y a des champs. Moi, j'ai eu à passer où il y a des champs au Congo. Il y a plusieurs terres de champs pour faire des. Arrêtez de raconter des mensonges chez des balivernes à tout le monde ici. Là, vous connaissez pas mon pays. Respectez le Congo. Et on ne dépend pas du Cameroun. Notre pays a la capacité de vivre, de vivre de ses propres ressources. On a tout ce qu'il faut au Congo. Arrêtez de raconter n'importe quoi si vous connaissez pas ce pays. Merci beaucoup. Et la richesse du Congo, c'est 80% du pétrole, si vous le savez pas. Ben Cook demande une motion. Ben Cook, je t'accorde une motion. Merci. En fait, moi, je voulais rajouter un truc à ce que Fétiche a dit aux frères qui nous font. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Congo est très, très loin du Nigeria? Non. Aujourd'hui, on a Aliko Dangote qui nous a mis à disposition une des plus grandes raffineries avec les meilleures technologies au monde. Qu'est-ce qui empêche le Congo d'envoyer son pétrole brut au Nigeria pour être raffiné et négocier avec les Nigériens pour avoir des tarifs préférentiels? Comme Fétiche a dit, l'Afrique n'a pas besoin du 2-3 d'hormones pour pouvoir s'approvisionner en pétrole, en énergie. Le Nigeria est là. Aliko Dangote s'est battu tout seul pour installer une raffinerie assez moderne. Qu'est-ce qui empêche le Congo d'envoyer son pétrole brut là-bas? Telle était ma question. Pouvez-nous répondre, monsieur, s'il vous plaît? Avec le Nigeria, même s'il est producteur de pétrole, il est paradoxalement très dépendant de l'exportation. Ma question, elle est très simple. Non, qu'est-ce qui empêche votre question de négocier avec la raffinerie de Dangote et raffiner son pétrole là-bas au lieu d'envoyer en Europe pour que ça revienne encore au truc raffiné?
Mais monsieur, vous savez comment fonctionne l'économie, vous savez comment fonctionnent les contrats avec les politiques. C'est des contrats qui ont été signés. Par exemple, le pétrole qui est exporté chez nous avec qui est extrait chez nous avec la compagnie Total, c'est des contrats qui ont été signés en avance, par exemple d'une durée de 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est entre des politiciens. Ça, c'est la politique de chez nous. Ça, vous ne pouvez pas me poser cette question. C'est un truc qui a été signé entre le gouvernement et des sociétés comme Total, par exemple. Ils ne peuvent pas annuler un contrat pour aller signer un autre contrat comme ça. Et qu'est-ce qui les empêche? Comment? Qu'est-ce qui les empêche? Bah, ils avaient déjà signé un contrat en avance. Depuis quand Dangote a lancé sa Burkina a raffinerie? bien renégocié. C'est en quelle le année que contrat Dangote a lancé sa raffinerie de pétrole? Ouais, ça fait C'était en bientôt quelle un année? an. Ça fait bientôt un an. Ça Ah, existe. regardez, c'est Ça récent, existe ou c'est pas? récent. Grâce à Les Dangote, contrats attends. qui ont été signés avec les compagnies comme Total ou je crois les compagnies américaines, c'est des contrats qui datent de très très longtemps et c'est pas maintenant que ça va expirer. Donc, pour une compagnie qui vient de naître en un an, vous ne pouvez pas nous exiger d'annuler un contrat pour directement nous lancer, vous faire confiance à Dangote, par exemple. Ça n'a aucun sens, cher monsieur. J'aimerais réagir à la réaction qu'on vient d'avoir. Alors, le fait d'expliquer. En réalité, vous savez ce qui se passe dans ce pays-là en particulier, en tout cas au niveau de la société civile, c'est que il y a une aliénation qui est très forte. C'est-à-dire que ces gens-là, traités avec des noirs, pour eux, c'est être pauvre. C'est-à-dire que quand Dangote lance ce projet de raffinerie au Nigeria, l'annonce du lancement du projet est faite il y a des années. Il y a des années. C'est-à-dire que la raffinerie de Dangote, l'Afrique n'est pas allée se coucher lundi, mardi matin, Dangote sortait une raffinerie de terre. Non. C'est annoncé des années avant. Donc ça veut dire que comme on sait que d'ici 8 ans, une grande raffinerie va être installée au Nigeria, il y a déjà des acteurs économiques des pays qui prennent position. Premier point. Deuxième point, venir expliquer qu'on ne peut pas se délier d'un contrat qu'on a signé avec Total, alors que le monsieur qui est en train de parler n'a même pas lu les termes du contrat. Je suis désolé, c'est encore malhonnête. Parce qu'il faudrait que vous puissiez nous donner l'article, d'accord, dans le contrat que le Congo-Brazzaville a signé avec la société Total, qui n'a pas permis au Congo-Brazzaville de se rapprocher de Dangote. Vous n'avez pas lu ce contrat. Donc vous êtes en train de parler de choses que vous ne connaissez pas. Et quand il relève, d'accord, de la sécurité énergétique d'une nation, je regrette. Une multinationale ne peut en aucun cas bloquer un État. Il faut rappeler aussi autre chose. C'est que si jamais Total opère au Congo-Brazzaville et que Total veut affronter l'État du Congo, dans un pays, personne n'est plus fort que l'État, monsieur. Peu importe quelle multinationale vous êtes. Parce que si vous commencez à parler fort à un État, l'État vous nationalise. Donc ça veut dire que Total peut pas ouvrir sa bouche devant l'État, le gouvernement congolais, sinon ils sont nationalisés. Oui, parce qu'il faut que je vous explique qu'en fait, Total qui opère au Congo-Brazzaville n'est pas Total de France. Total qui opère au Congo-Brazzaville est une société anonyme, immatriculée à la Chambre de commerce et d'industrie de Brazzaville. Donc c'est une société à part, avec un actionnariat à part. Ce n'est pas Total France, là. C'est Total, une autre compagnie, une filiale de Total. Ces filiales dans nos différents pays. D'accord? S'ils veulent jouer les durs, on les nationalise. Je vois pas où est le problème, moi. Je comprends pas cette espèce de prétendu blocage. Il n'y a aucun blocage. Oui, mais Fétiche, nous, on l'a fait au Burkina, hein, Fétiche. Il faut le rappeler ça. Ils s'informent pas, ces gens-là, en fait. Nous, on a nationalisé Total ici. On a même changé de nom. Non, qui On va tourner la parole un peu. Non. Non, après, je peux laisser Kingonto répondre, hein. Je suis pas pressé. Mais, je rebondis après. Ok. Sweet Love. Ah, tu veux répondre? Bah, vas-y, réponds rapidement. Ok, en fait,